Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF au sommaire. 3 personnalités dont nous allons parler. Valérie Pécresse, qui sera donc la représentante de la droite aux élections présidentielles. Éric Zemmour, qui a fait son premier meeting. Et puis nous reviendrons sur l'affaire Nicolas Hulot, qui pose des problèmes à la fois moraux, judiciaires, très intéressants. C'est donc ces 3 sujets que nous allons aborder dans cette émission avec... Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes avocate au barreau de Versailles. Et il y a un autre avocat qui s'appelle Geoffrey Meyer, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes avocat au barreau de Versailles et secrétaire de la conférence du stage. Raphaël Matin-Duvigneau, qui est maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin, va nous rejoindre dans quelques instants. Jean-Charles Lajoigny, qui est éditeur, est bonjour. Déjà là. Bonjour. Ça va bien? Pas mal. Et alors, en visio avec nous, Anne-Père Briot, bonjour. Bonjour Patrice. Alors, vous êtes communicante, vous avez été conseillère régionale Île-de-France, vous êtes, on peut le dire, proche de Valérie Pécresse. Pour ça, pourquoi aujourd'hui vous avez un verre de petit lait que vous buvez à côté de vous. Et puis, Vendry de Garpel, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes étudiant et vous êtes, LR, mais membre aussi de la Génération Z, hein, c'est ça? C'est ça, je suis le responsable de Génération Z Yvelines. Et vous étiez au meeting de Zemmour? Oui, j'y étais, bien sûr. Ah, voilà, donc vous nous raconterez tout ça. On va commencer par le premier sujet, c'est donc la désignation de Valérie Pécresse comme candidate de la droite, c'est donc elle. Alors Valérie Pécresse donc, a été désignée après ses primaires internes à la droite, au deuxième tour face à Éric Ciotti. Je vais commencer par vous, Anne-Père Briot. Est-ce que c'était une victoire que vous souhaitiez? Est-ce que vous y attendiez? Alors, je suis évidemment très heureuse parce que je connais la force et la sincérité de l'engagement de Valérie Pécresse. Et puis, si vous voulez, bon, c'est vrai qu'il y a quand même un ensemble de points importants à signaler. D'abord, un congrès qui s'est extrêmement bien déroulé, avec 5 candidats de talent qui ont pu montrer leurs différences et qui étaient très complémentaires. Alors, effectivement, comme vous le dites, Patrice, des sondages, à nouveau, quelle leçon pour les sondages qui donnaient Bertrand et Barnier en tête, et en fait, c'est Pécresse et Ciotti qui sont sortis du chapeau. Donc, à nouveau, un gros doute sur la fiabilité des sondages, hein, ça c'est sûr. Et puis après, on a vu que ce sont des débats qui ont vraiment pesé, des débats de bon niveau qui ont pesé. Et on a pu voir que Valérie Pécresse connaissait parfaitement bien ces dossiers, avait une détermination et une énergie sans faille. On peut aussi dire que c'est le pire scénario attendu par Emmanuel Macron, qui avait tout fait pour que Xavier Bertrand soit son adversaire et parce qu'il redoutait Valérie Pécresse, c'était assez clair. Alors on a vu aussi qu'au lendemain de sa victoire, elle déchaînait déjà les oppositions, donc ça aussi c'est un bon signe. Et puis enfin, c'est vrai que c'est la première femme de la droite républicaine candidate à une élection présidentielle. Et on voit que la dynamique a fonctionné puisque, comme vous l'avez tous lu dans les sondages, elle est à plus 7%, 17% et désormais tout à fait crédible sur sa présence à un second tour face à Emmanuel Macron. Voilà. Peut-être un commentaire sur la campagne et parce que ça a quand même été une campagne... Alors, ce qui s'adressait aux militants de LR, mais qui était une campagne très à droite, qui était essentiellement centrée sur la sécurité et sur l'immigration. Très à droite, je sais pas. À droite, oui. Qu'est-ce que c'est que très à droite? Si c'est des thèmes qui vous plaisent pas, on dit très à droite. Mais c'est des thèmes qui sont importants. L'immigration, voilà. C'est des thèmes de beaucoup de gens, c'est le thème de tout le monde. Ça va être le thème de Macron bientôt. Ça va être le thème. C'est un thème obligatoire. Mais juste avant de revenir là-dessus, je pense que c'est aussi un truc épatant pour Christian Jacob que tout le monde a toujours
un peu méprisé, critiqué en disant voilà, il n'est pas très bon, etc. Quand il a annoncé cette primaire avec des résultats le 4 décembre, tout le monde a dit mais c'est une catastrophe, la droite est fichue. Ils ne sont pas aperçus qu'il y avait une élection présidentielle. Les républicains. Et en fait, c'est un truc qui s'est passé remarquablement bien. Oui, en même temps, c'est 150 000 votants. Il ne faut pas non plus, je veux dire, on en fait tout un plat. Mais enfin, c'est pas les 3 millions de votants qui avaient désigné Fillon, par exemple. Mais ils ne vont pas inventer non plus des nouveaux militants. Donc il y a un certain nombre de militants. Donc il y a peut-être une chose qui est intéressante, c'est le retour, peut-être à travers ça, des partis politiques, d'ailleurs. J'espère, parce que je trouve que ce soit à gauche comme à droite, c'est tout à fait sain qu'il y ait des partis politiques. On voit ce que ça donne. Il y a Macron a bien évidemment des tas de côtés positifs, mais cette déconstruction de tout l'univers politique est pas très très bonne. Ça donne des gilets jaunes, ça donne des tonnes de choses catastrophiques. Et voilà, je me félicite du retour des Républicains sur le devant de la scène et peut-être un jour d'un parti de gauche, pas avant une dizaine d'années, je pense. Mais, ça, c'est mal, c'est pas encore... Il y a sûrement des gens qui ont 10-12 ans maintenant qui vont être brillants dans 10 ans. Donc, Florence, vous voulez... Moi, je trouve que déjà, c'est plutôt bien que ce soit une femme, mais je pense que ça va être très compliqué pour elle. Ça, on va venir là-dessus, sur la complication. Mais c'était sur le Congrès, le vote. Les surprises, quand même, parce que c'est quand même, on oublie, c'est quand même Ciotti qui était en tête au premier tour. J'y croyais pas trop, parce qu'il est tellement très à droite et avec des points de convergence avec Zemmour. Donc je me disais que dans les LR, s'ils veulent avoir quelqu'un qui soit à droite sans pour autant glisser trop au centre ou glisser trop à droite, Valérie Pécresse était bien dans le bon créneau et j'étais pas très inquiète sur le fait que... Mais d'ailleurs, il va avoir... Mais il va peser. On va parler. Et Valérie Pécresse, d'ailleurs, je trouvais assez habilement, plutôt que de dire il a une droite un peu zémourienne, elle le compare à Pasqua, ce qui est assez adroit, quoi, parce que Pasqua avait une grande notoriété et popularité parmi les militants du RPR à l'époque. Et puis ça plaît beaucoup à beaucoup de gens relativement âgés, c'est bien aussi comme référence. Enfin, je veux dire, voilà, après, tu as toujours des humoristes de bas de gamme qui rappellent toujours Pasqua, le pastis, etc. Enfin, voilà, donc ça non, mais c'était quelqu'un qui comptait parmi les militants. Voilà, après, Geoffrey, là-dessus. Alors, concernant Valérie Pécresse, c'est vrai qu'elle a eu cette... alors, première chose, c'est vrai que les sondages sont souvent déjoués lorsqu'il s'agit de primaires, qu'elles soient à droite ou qu'elles soient... Là, c'était très compliqué parce que c'était interne. C'est vrai. Alors, c'est vrai que là, il y avait en plus cette double spécificité, pour les sondages, double spécificité que c'était... Alors, ça venait après une primaire qui s'était bien déroulée en 2016, mais qui avait mis le candidat quand même face à une certaine forme de difficulté, puisqu'il avait une grosse légitimité populaire, mais derrière, il avait eu du mal à rassembler son propre camp, nonobstant les difficultés judiciaires qui ont été les siennes. Ça avait été beaucoup plus violent, ça avait été très compliqué, et pour autant, et pour le coup, ça va aussi être, bon, on en parlera peut-être après, une de ces difficultés, ça va être de rassembler véritablement le parti. Valérie Pécresse, elle revient relativement de loin parce que elle avait quitté les Républicains de mémoire, on la définissait comme étant Macron compatible, donc il fallait réussir à capter le vote des adhérents LR. Et il faut admettre que c'est une femme politique de grand talent et qu'elle l'a fait de manière absolument remarquable et très clairement, elle a, à mon avis, pas volé du tout sa victoire. Mais même si effectivement elle a bénéficié d'une belle victoire, elle va avoir, je pense, un certain nombre de difficultés parce que même si ce congrès s'est bien déroulé, même si elle a l'appui des militants, il va falloir pour elle réussir à quand même mais enfin, resolidifier toute cette base-là. 17%, on verra. 17% dans un sondage, bah oui, on verra. Non, mais il y en a d'autres qui la donnent à 13. Hein, donc, il y en a d'autres, mais il faut faire attention aussi. Il y a 8 jours, on l'a donné à 8, 9, 10. Oui. Hein, donc voilà, ça monte, ça existe. Je salue Raphaël Matin-Duvigneau qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. De conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Justement, avec vous et enseignant à Sciences Po, justement avec vous, je voulais aborder au fond,
y avait les vieilles trois droites de René Raymond, les droites légitimistes, bonapartistes et orléanistes. Ça a un peu changé. Mais on a l'impression qu'il y a encore trois droites aujourd'hui. Il y a une droite identitaire, qui est celle de Zemmour et Le Pen, une droite conservatrice et régalienne qui est incarnée par Pécresse, et puis une droite libérale et européenne qui est plutôt incarnée par Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette division, cette nouvelle René Raymondade? Oui, alors concernant la droite identitaire, effectivement, on ne peut pas y échapper. Zemmour, Le Pen, effectivement, font partie de cette droite identitaire, même si je ne suis pas forcément d'accord avec l'opinion que l'on voit un petit peu dans les médias ou ailleurs, selon laquelle, ça peut être un autre débat, selon laquelle Zemmour, par exemple, serait fasciste. Ça, on va y venir tout à l'heure, parce qu'on parlera de Zemmour après. Parce que j'ai lu ça. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais bon, ça c'est autre chose. La droite identitaire, effectivement. Est-ce qu'Emmanuel Macron est de droite? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question. En tout cas, il n'est pas de gauche. Il n'est pas de gauche. On n'en sait rien, mais en tout cas, il a des soutiens comme Édouard Philippe, comme Bruno Le Maire, comme Darmanin, qui viennent de la droite. Et qui viennent d'une droite qui est là, donc, ce qu'on peut appeler la droite moderniste et européenne. Oui, absolument. Je mettrais plutôt presque Emmanuel Macron sur le même plan que Valéry Giscard d'Estaing, en réalité. Oui, voilà, c'est plutôt ce centre droit, effectivement. Oui, enfin, ce grand centre. Oh, ce gouverne au centre. Oui. Et concernant, effectivement, Valérie Pécresse, oui, elle réussit pour l'instant, ce que disait Geoffrey tout à l'heure, elle réussit pour l'instant à incarner, alors on verra plus tard, mais à incarner cette droite un petit peu, je vais employer un terme qui n'est pas absolument pas scientifique, droite attrape tout, dans le sens où elle réussit à capter des éléments idéologiques sur le régalien, sur ce qui fait la droite traditionnelle forte, une forte puissance de l'État, mais aussi avec une vision quand même sur le plan économique assez libérale. Et donc finalement, elle réussit à capter très large pour l'instant. Et c'est ce qu'il faudrait qu'elle arrive à faire si elle veut avoir une chance d'être au deuxième tour, en tout cas. En tout cas, dans son parcours durant les primaires ou le Congrès, c'est ce qu'elle a essayé de faire. Maintenant, va-t-elle réussir à le maintenir? Ça, c'est autre chose. Vandrille de Guerpel, vous avez participé à la primaire LR ou... Alors oui, moi j'ai voté à cette primaire LR, j'ai voté pour Éric Ciotti, bien sûr. Et non, puisque pour moi, Valérie Pécresse, qui se considère comme l'héritière de Jacques Chirac, en fait, elle promet tout, mais elle fera rien. Elle a un discours très à droite, parce que aujourd'hui, c'est ce discours qui était omniprésent dans ce congrès LR, parce que en fait, on a une droite, on a 39% des électeurs LR qui ne veulent pas d'une Macron compatible. 39% LR qui se reconnaît beaucoup plus en les idées d'Éric Zemmour, en votant avec Ciotti. Après, on parle des sondages, on dit qu'elle est à 17%, mais en fait, on est post-congrès. C'est normal, Benoît Hamon prenait 10% après la primaire de gauche en 2017. Après la primaire de gauche, il était très très haut aussi. Donc il faut se méfier de cet effet, oui. Et en plus, le sondage IFOP n'a pas pris en compte l'effet du meeting, puisqu'il s'est terminé dans la journée de dimanche. Et donc voilà, après, dire que Valérie Pécresse représente la droite conservatrice, enfin moi je ne le crois pas du tout. La droite conservatrice, pour moi, c'est le mouvement conservateur qui justement nous a rejoints. Donc Éric Zemmour, lui, s'inscrit beaucoup plus dans cette droite conservatrice que peut l'être Valérie Pécresse. Pourquoi Emmanuel Macron aurait peur de Valérie Pécresse? Mais tout simplement parce que c'est le même personnage, mais en femme, au féminin. Donc voilà. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, quelle sera la position d'Éric Ciotti? Nous, on l'invite à le rejoindre. On tend la main à ces 39% d'électeurs qui ne veulent plus du Macron compatible ou d'une Premier ministre de Macron. Anne Pervoyot, c'est intéressant parce que c'est vrai que il représente une certaine partie, je ne sais pas combien, mais de la droite LR qui a voté Ciotti et qui est plutôt tentée par Zemmour et qui considère en effet que Pécresse et Macron, c'est la même chose. Comment elle peut faire, elle, pour sortir de cette difficulté? Alors, c'est vrai que quand vous disiez son défi, son challenge, c'est de rassembler, c'est vraiment exactement ça. Et pourquoi elle peut rassembler? Parce qu'en fait, Valérie Pécresse, c'est vraiment la droite crédible. C'est le premier, projet qu'on entend. Pourquoi il est crédible? Parce qu'en fait,
elle a prouvé que quand elle disait, elle faisait, justement. Et en fait, c'est la différence, d'ailleurs, avec Emmanuel Macron. Quand on dit qu'elle est Macron-compatible, je pense qu'elle a énormément de différences. Si on développait, je peux évidemment développer, mais je pense que, en fait, c'est une droite de bon sens, une droite de crédible et une droite qui fait ce qu'elle dit. En fait, de bon sens, parce qu'effectivement, quand on parle sécurité, c'est vrai qu'elle est extrêmement forte sur la sécurité. Je pense que c'est ce qu'attendent les Français, et la sécurité n'est pas uniquement un sujet d'extrême, que ce soit Éric Zemmour ou Marine Le Pen. C'est comme l'écologie, qui n'est pas un sujet forcément rattaché aux écologistes. C'est une écologiste qui a vraiment trouvé des solutions dès son arrivée en 2015 à la région Île-de-France. Donc c'est une candidature enfin pragmatique, de bon sens, qui a des convictions extrêmement fortes, qui a une énergie absolument sans borne et une détermination sans borne, et qui fera ce qu'elle dit, contrairement à ce qu'on entend et à ce que Vendry disait à l'instant. Là, vraiment, c'est vrai que en choisissant Valérie Pécresse, c'est vrai qu'on a cette certitude, elle l'a prouvé à la région, donc elle le fera pour la France. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on dit beaucoup, Valérie Pécresse a gagné politiquement le Congrès, mais celui qui a gagné idéologiquement, c'est Éric Ciotti. Ce qui n'est pas faux, me semble-t-il. Mais bon, je vous laisse... Non, parce que c'est vrai que, encore une fois, la campagne à l'interne de LR, elle a porté essentiellement sur ces sujets qui sont les sujets... Qui préoccupent les Français. Non, qui sont ceux qui sont traités par Zemmour et Le Pen. Pas forcément. Le pouvoir d'achat préoccupe probablement plus les Français que l'immigration, qui est relativement faible d'ailleurs. Bon, peu importe. Vous pouvez vous rassurer à bon compte en disant oui, c'est des trucs d'extrême droite, c'est la droite, c'est machin. Mais c'est ce qui préoccupe les gens. Je veux dire, il faut sortir de certains quartiers, il faut bouger un petit peu, il faut écouter les gens. C'est pas grossier de s'intéresser au problème de l'immigration. C'est pas grossier. Guantanamo à la française. C'est pas grossier de s'intéresser à l'islamisme. Alors, mais Guantanamo à la française, ok. Par exemple, c'est l'écume du discours de Ciotti. Bon. Oui, mais c'est pas l'écume, c'est important. Il l'a dit, ok. Mais quand Valérie Pécresse... Ciotti n'a pas été élu. Alors, on ne va pas non plus passer toute la journée à toujours parler de ceux qui ont été battus pour ne pas s'intéresser à celle qui a gagné. Vous avez vu, dès qu'elle a voulu recentrer son discours, Ciotti a dit c'est un mauvais signal. Mais j'avais une question à poser alors aux juristes. Il y a une proposition de Valérie Pécresse qui consiste à vouloir différencier les peines selon le lieu d'où l'on vient, ce qui a priori est anticonstitutionnel. Après on peut peut-être changer la Constitution. On a aussi le droit quand on est candidat. Ça a été le vrai problème. Alors oui, c'est effectivement inconstitutionnel puisque on peut pas faire de différence entre entre le quantum de peine en fonction du lieu de commission de l'infraction. Donc ce que proposait Valérie Pécresse était totalement inconstitutionnel. Et ça a été, à mon avis, le vrai problème du débat LR, c'est qu'ils ont voulu se positionner sur ce thème de la sécurité et qu'ils ont fait tous la course à l'échalote en proposant, alors, on parlait du Guantanamo à la française, on parlait de la circonstance aggravante en fonction du lieu de commission de l'infraction. Il me semble que Xavier Bertrand avait proposé aussi une autre sur l'immigration, un référendum sur l'immigration. Voilà, ou la création d'une infraction qui n'avait absolument aucun sens. Et ça a été vraiment. Les peines automatiques. Voilà, c'est ça. Le rétablissement des peines planchées. Bon, ça a été la course véritablement à la mesure la plus inconstitutionnelle possible dans le cadre du débat LR. Et ça aussi, ça va être, à mon avis, un de leurs grands sujets, d'une grande difficulté. C'est en ça que je dis que Ciotti a peut-être gagné idéologiquement ce congrès. Et là, pour le coup, je vous rejoins totalement. C'est vrai qu'en tout cas, on voit que immédiatement après l'élection de Valérie Pécresse, où elle était déjà portée par une sorte d'élan, lui a dit, attendez, moi, je peux quand même me prévaloir de 39% des voix des adhérents, qui m'ont été accordés sur la base de certains sujets que j'ai développés dans le cadre des débats qui ont eu lieu. Donc il serait peut-être bon que vous les récupériez un petit peu aussi. Et
C'est bien pour ça qu'elle a dit qu'elle allait pimenter. Et c'est pas neutre de dire qu'elle allait pimenter son programme. Pimenter, Oui, c'est forcément du côté de Ciotti, c'est pas du côté de Xavier Bertrand. Pour pimenter, c'est durcir. Enfin, Raphaël, pardon, ouais. juste un mot sur le plan constitutionnel, vous disiez... Non, effectivement, sur le plan constitutionnel, la loi s'applique partout, donc il n'y a pas de... Sa proposition n'est pas réalisable. Par contre, sauf erreur de ma part, là je parle sous le contrôle du pénaliste, il me semble que le procureur de la République peut, en fonction du lieu où il est, avoir une politique pénale un petit peu plus... différente selon les régions, oui. Enfin, c'est ça. Selon les régions, selon les endroits, en fait, les endroits où il se trouve. Oui, effectivement, il y aura une interprétation. Alors, il y aura une interprétation. Alors, il y aura une interprétation en fonction. Ça existe déjà, peut-être, non ? Oui, tout à fait. Effectivement, en fonction des orientations, en fonction des lieux de commission de l'infraction, le parquet va avoir. Alors, c'est pas fonction que du lieu, c'est aussi fonction de la personne qui va être mise en cause. Le parquet va pouvoir avoir plusieurs interprétations et plusieurs prérogatives sur ce qu'il fait de la personne qui est justement mise en cause. Est-ce qu'il le renvoie devant un tribunal ? Est-ce qu'il saisit un juge d'instruction ? Est-ce qu'il propose une mesure alternative ? Mais bon, ça, ce sont des choses qui existent déjà dans la justice du quotidien, mais qui ne dépendent pas seulement et du procureur et du lieu de commission de l'infraction, mais également aussi, alors premièrement du taux d'encombrement des juridictions et également de la personnalité de la personne qui sera mise en cause. D'accord. Et puis surtout, c'est pas tellement sur des lieux géographiques, c'est sur des infractions, genre on va mettre le paquet sur les stupéfiants, ou on va mettre le paquet sur les violences faites aux femmes, etc. Voilà, c'est ce qui est aujourd'hui. Mais il n'y a pas de... Aujourd'hui, le parquet va pas dire, tiens, on va attaquer la problématique sur telle ville ou telle région. C'est plus sur les infractions en tant que telles. Oui. Alors, l'un des problèmes de Valérie Pécresse, ça va être justement, on l'a vu, comment conserver la droite et se recentrer, parce qu'il faut quand même se recentrer si on veut parler à tous les Français, si on veut être au deuxième tour. Et c'est une des questions qu'on a posées au directeur de campagne de Valérie Pécresse, Patrick Stefanini. On l'écoute. On est, comme les Valérie Pécresse, très ferme sur le régalien, et pas seulement ferme en parole, parce que la désignation d'une femme pour la première fois dans l'histoire du mouvement gaulliste pour l'élection présidentielle, c'est évidemment une nouvelle, quelque chose d'inédit, mais la politique, c'est pas genré. Ce qui est intéressant dans la désignation de Valérie Pécresse, c'est pas seulement qu'elle est une femme, mais que c'est une femme courageuse, une femme déterminée, avec un mental d'acier. Et sa formule, la formule qui nous a permis, je crois, de l'emporter dans cette primaire, c'est le courage de dire et la volonté de faire. Madame Pécresse est une femme d'action. Sur les sujets régaliens, elle est extrêmement ferme. Elle a rédigé deux projets de loi constitutionnels, l'un sur l'immigration, l'autre sur la sécurité intérieure et la lutte contre l'islamisme. Et donc ça, c'est pour l'aile droite, et pour l'aile gauche, ou en tout cas pour le reste de l'opinion publique, on va s'adresser à la classe moyenne, à l'électorat populaire et à la jeunesse. Voilà, donc on va s'adresser à l'électorat. Pour l'instant, c'est un peu vague le côté gauche, mais le côté recentral, en tout cas. Il y a une question, moi, qui m'intéresse. Enfin, il y a toujours eu... Qu'est-ce que c'est la droite républicaine ? Il y a toujours eu ce mur qui avait été défini par Chirac, la frontière, pas de porosité entre la droite républicaine et l'extrême droite. Il y avait cette fameuse phrase de Michel Noir, il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme. On a vu où ils ont tous fini. Le serment des 4 mousquetaires, il y en a 3 en prison. Donc, non, mais je sais bien, mais enfin bon, c'était une phrase qui résumait un peu cette théorie. Et puis il y avait une tendance Pasqua, d'ailleurs, qui était plutôt pour on peut avoir des valeurs communes avec l'extrême droite. Ça marche tant qu'on a un programme quand même différent. À partir du moment où on a un programme qui va jusqu'à reprendre des thèmes de Zemmour et Le Pen, est-ce que cette frontière étanche entre la droite et l'extrême droite a encore une raison d'exister ? C'est la grosse difficulté de la droite dans la configuration politique actuelle. C'est-à-dire que Valérie Pécresse, elle est complètement enclavée entre Macron... Alors, on se posait la question de Macron est-il de droite ? En tout cas, il occupe un territoire. Il occupe en tout cas un territoire par un certain nombre de gens largement favorable à la droite habituellement. Et puis de l'autre côté, elle a une extrême droite, Zemmour, Le Pen, qui est excessivement forte. Et donc en réalité, il y a 35%. Oui, quand même. Et donc elle est quand même bien obligée, pour se créer un espace, d'aller récupérer à sa gauche
et d'aller récupérer aussi à sa droite. Donc, à mon sens, ça a eu du sens de faire un vrai cordon sanitaire entre cette droite républicaine et une droite qui pourrait l'être un petit peu moins et qui pourrait avoir des tendances un peu plus extrémistes, lorsqu'il y avait justement moins de puissance de la part de cette droite extrémiste. Maintenant que il y a des théories qui sont quand même beaucoup plus... auxquelles les gens adhèrent beaucoup plus dans la société sur l'extrême droite, ça me semble être plus compliqué pour cette droite républicaine qui historiquement existe de dresser ce cordon sanitaire au risque de ne pas avoir le nombre de voix suffisant pour aller au second tour ou pour éventuellement brider une élection. Anne Perbriot là-dessus ? Alors, moi, je pense que c'est là où elle est forte, parce qu'elle a un projet absolument équilibré. Je ne vois pas pourquoi, systématiquement, on assimile les valeurs d'ordre et de sécurité à l'extrême droite, en fait, ou donc Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Je pense qu'aujourd'hui, les Français, c'est pour eux une vraie question. D'ailleurs, je reconnais à Éric Zemmour j'allais dire, il a permis de traiter justement, de fissurer un peu le politiquement correct autour de la sécurité. La sécurité est un sujet qui intéresse l'ensemble des Français. Et je pense que Valérie Pécresse est très, effectivement, motivée par des solutions pour la sécurité, l'immigration. Et comme l'a dit Patrick Stefanini, elle a déjà ces 2 projets de loi constitutionnels qui sont rédigés pour vous dire à quel point elle est dans le faire. Et elle est aussi très par conviction dans le social, dans l'écologie, dans l'innovation. Et donc c'est là où est tout l'intérêt de son projet. C'est un projet qui répond à la grande majorité des Français dans leur ensemble. Et c'est vrai que quand on voit que Emmanuel Macron à plusieurs reprises a lui-même, j'allais dire un peu familièrement, tapé sur ses propres forces de police, c'est vrai que c'est des choses, des choses impensables. Je veux dire, les forces de sécurité ont besoin d'être soutenues, et je crois que là, il n'y a pas besoin d'être au Rassemblement national ou chez Éric Zemmour pour avoir ces valeurs d'ordre et de sécurité. Voilà, donc je pense que c'est un projet parfaitement bien équilibré. Oui, pardon. Voilà, vous êtes d'accord. Oui. Jean-Charles et Anne, il y a un axe qui est en train de se construire. Tout ce qu'elle dit est frappé par du bon sens. Vaudrey de Guerpel, vous seriez pour la fin de cette frontière étanche entre la droite et l'extrême droite? Déjà, Éric Zemmour, c'est pas l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? L'extrême droite, c'est ceux qui veulent. C'est pas l'extrême gauche non plus, quoi. Non, mais c'est ceux qui veulent, en tout cas, renverser la République. Je pense pas qu'Éric Zemmour veulent. J'ai entendu l'autre jour dire je suis au centre. Ouais, on peut dire n'importe quoi aussi, mais enfin bon. Je pense pas. Après, moi, cette ligne rouge établie par les Républicains, moi, je trouve ça incohérent en fait, parce que on a cette ligne rouge à droite. Qui est hyper étanche, où on a des personnalités comme Éric Temer qui se sont fait expulser du parti parce qu'il est trop proche de Maréchal Le Pen. Et puis le résultat, c'est qu'au centre, on se retrouve avec un certain nombre d'élus qui se mettent tous à rejoindre Emmanuel Macron et la majorité présidentielle. Alors voilà, moi je pense qu'il faut avoir un peu de cohérence, et c'est ce qui a beaucoup manqué à la famille des Républicains. Et cette cohérence, elle a beaucoup manqué, notamment en laissant ce congrès ouvert à Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui en fait n'étaient plus au parti, qui ont claqué la porte du parti parce qu'apparemment trop à droite. Moi je trouve ça dommage. Maintenant du coup ce que ça donne, ça donne des adhérents qui ne sont pas vraiment militants LR, qui ont tous pris leur carte pour aller soutenir leur champion ou leur championne. Et donc moi je pense pas qu'il y ait à se féliciter là-dessus. Donc voilà. On passe à un autre sujet. Il y avait juste une petite question moi que je me pose, c'est-à-dire qu'on a vu une droite qui est dans la campagne, qui est très sur la France du passé, sur c'était mieux avant. Une campagne électorale, ça se gagne sur le rêve. Est-ce que cette droite un peu scrogneux, est-ce qu'elle va faire rêver? Est-ce que au fond l'optimisme, l'avenir, c'est pas mieux incarné par Macron, quoi, qui est un type par nature optimiste, voilà, qui veut faire des choses. Il
Il va nous faire la 32e dose, la 45e vague, Non, il va prendre la présidence de l'Europe, il va proposer, il y a les Allemands qui sont pour le fédéralisme, il peut y avoir des choses très nouvelles qui veulent se... Macron, il fait des tas de choses très bien, mais il n'envoie pas du rêve. Il n'envoie pas du rêve. Non, mais il n'envoie pas du rêve parce que la situation ne fait pas rêver en tant que ben, telle. Mais oui, non, mais c'est pas de sa faute s'il y a le Covid-19. Pourquoi est-ce que la droite devrait envoyer du rêve et pas Macron? Je veux dire, soit tout le monde envoie du rêve, d'un côté, soit tout le monde réalise. Vous avez d'un côté des gens qui vous disent la France est fichue, là il y a des immigrés, c'est terrible, la situation est... Et d'un autre côté, un type qui vous dit la France elle a de la chance, elle est formidable, elle a des réserves formidables, elle peut gagner encore. C'est quand même ça la différence. C'est ça que j'appelle le scrogneux. C'est plutôt dormir tranquille. Mais non, c'est pas dormir tranquille. Oui, alors pour le rêve, je ne sais pas, parce que sur les précédentes élections présidentielles, je ne suis pas sûr que les candidats ou ceux qui ont été élus aient envoyé du rêve. Pas du rêve, mais il y a quand même un élan. Un élan, voilà, c'est ça. Un élan ou alors un... On y croit encore, c'est ça qui est très bizarre la d'ailleurs. volonté de se débarrasser de quelqu'un aussi, il y a eu ça aussi. Oui, alors il y a ça. Après, je pense que sur l'élection de 2022, ce qui va se jouer, c'est peut-être pas tant le rêve ni le scrogneux, mais c'est peut-être plutôt le réalisme. Le réalisme, le pragmatisme et la capacité peut-être à réagir à réagir et à s'adapter aux circonstances. Je pense que c'est ça aussi. Peut-être vous aviez raison. Et peut-être parce que ça, c'est une loi de ces élections, il y a aussi le dégagisme. Il y a aussi, c'est la difficulté de Macron, elle sera là. On est quand même dans une société où le changement, on veut changer vite. Et le fait que, si Valérie Pécresse était au deuxième tour, le fait que ça soit une femme, je pense, est un atout fort. Ça peut être un atout. Mais c'est effectivement... Est-ce qu'on sait, par exemple, est-ce qu'on sait s'il y a encore, je sais pas, 1%, 2%, de 3% de la population qui disent moi, je voterai jamais pour une femme? On sait ça ou pas? Je ne sais pas s'il y a des sondages, mais ça peut jouer aussi dans une élection qui se joue à très peu. Je crois que ça a évolué quand même aujourd'hui. Oui, enfin, compte tenu de l'ère du temps, ça me semble pas possible de faire ce genre de sondage. Ce serait... Je pense que ce sondage aurait beaucoup de mal à sortir. Beaucoup de mal à trouver son public en tout cas. Je pense que ça s'équilibre parce que de l'autre côté, il y a des gens qui voteront aussi parce que c'est une femme. Donc je pense que c'est... Anne, si vous vouliez rajouter quelque chose, sinon on passe au deuxième thème peut-être. Juste très rapidement, avant de rêver, je pense qu'il faut retrouver une colonne vertébrale. Je suis d'accord avec votre invité en plateau. Je pense que là, disons qu'avec Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est un enthousiaste. Valérie Pécresse aussi a un bel élan, un bel enthousiasme aussi. Mais je pense qu'il faut retrouver une colonne vertébrale et une certaine sérénité avant de rêver. Et je pense que c'est un peu la nature aussi de son projet. Je trouve qu'avec Emmanuel Macron, on était un peu aussi dans un bateau ivre de quelqu'un qui est toujours joyeux, mais qui dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, qui... distribue pas mal de chèques à droite à gauche en disant voilà l'argent en fait c'est pas un problème, etc. Donc je pense qu'il faut retrouver... Pardon, excusez, je vous interromps juste parce que quand on entend dire oui c'est un puissant fonds, on a dépensé beaucoup d'argent, est-ce que la droite à sa place aurait fait différemment? Est-ce qu'elle aurait laissé les entreprises mourir? Le chômage... On passe pas d'un extrême à l'autre, mais peut-être une plus grande maîtrise de l'argent public, oui, ça je pense que c'est un petit peu le sens aussi du projet de Valérie Pécresse. Pardonnez-moi, mais par rapport à la crise sanitaire qu'on vient de vivre pendant 18 mois, c'est peut-être un peu facile maintenant de dire nous, on aurait peut-être dépensé moins d'argent. Je pense qu'il a... Enfin, honnêtement, je pense qu'il a... bien géré comme il a pu, malgré il y a eu des cafouillages au début, mais qu'il a particulièrement bien géré cette crise où on a un chômage qui est bas, on a des entreprises qui repartent fortement avec une croissance. Et la critique peut être facile par rapport à une situation dramatique. Vous redevenez macroniste. Il y avait eu un flottement il y a quelques mois, et puis là, on sent que... C'est sur ce plan-là. Sur ce plan-là, sur le plan sanitaire... En tout cas, nous nous posions la question de savoir si Macron était à droite ou trop à droite. A priori, d'après la droite, il est peut-être trop à gauche. Allez, on va passer à l'autre dont on parle, Éric Zemmour. Il y a eu l'appel et il y a eu le meeting.
vous connaissiez Thomas Bergersen? Pas du tout. Eh ben c'est de lui cette musique. Thomas Bergersen, c'est un musicien dont la musique a été, j'ai lu ça, je me suis renseigné, utilisée pour la promotion de nombreux films comme Avatar, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, Da Vinci Code, Dark Knight, Interstellar, etc. Bon choix. Ouais, bon choix. Hein. Il est norvégien. Voilà. Eh ben, très bien. C'est pas le seul. Enfin bon, Vous aimiez bien un philosophe norvégien, non? Non, allemand. Ah, il est allemand, je croyais qu'il était norvégien. Pardon. Je vous en reparlerai une autre fois. Oui. Vaudry, vous étiez donc à ce meeting, vous avez été soulevé par la foule et les dons oratoires d'Éric Zemmour, alors? Alors oui, moi je pense que, j'ai trouvé ce meeting incroyable. Il y avait à peu près 15 000 personnes, il y avait 900 jeunes qui s'étaient mobilisés pour organiser ce meeting avec l'aide d'Olivier Hubeda, qui est le coordinateur national de tous les événements d'Éric Zemmour, donc il avait organisé ce meeting. Il faut savoir que ce meeting a été organisé en 3 jours. En 3 jours parce que on devait normalement être aux Zénith de Paris, sauf que les Zénith ne pouvaient contenir que 6 000 personnes. Et on s'est retrouvé tout de suite à flot d'inscriptions, etc. Et du coup, il fallait trouver une solution. Donc, on a choisi Villepinte. Alors Villepinte, moi, j'ai trouvé que toutes les personnes qui sont venues étaient assez courageuses, parce que avec toutes les menaces des antifas, etc. Et aussi de la conseillère départementale des Seine-Saint-Denis qui voulait annuler ce meeting. Moi, j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça dingue parce que il y avait une certaine ferveur populaire. Il n'y avait pas que des gens des classes aisées, etc., qui étaient. Donc c'est ça qui a fait la force de ce meeting, c'est qu'il y avait tout le monde, toutes les classes sociales étaient représentées, et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable aussi parce que ça a montré qu'on n'est pas des amateurs. Il y a quand même eu les violences qui ont accompagné ce meeting, violences, une à l'égard de Zemmour d'ailleurs, et puis les autres notamment à l'égard des militants de SOS Racisme. Ça pose quand même un problème. Est-ce que la violence est inhérente au discours de Zemmour? Alors non, moi je pense pas. Moi je pense que justement, ceux qui se proclament comme les plus grands défenseurs de la liberté d'expression, en fait veulent faire taire Éric Zemmour. SOS Racisme ont fait circuler un tract et un visuel en disant il faut faire taire Éric Zemmour, Paris fera taire Éric Zemmour. On voit très bien qu'il y a le logo de SOS Racisme. Ils sont venus, ils ont fait le choix de venir et de prendre des risques dans ce meeting. Je pense pas que si moi je vais à un meeting de Jean-Luc Mélenchon, je sois très bien accueilli avec un t-shirt Zemmour 2022. Donc forcément, après, alors je condamne toute violence des deux côtés. Alors maintenant, il faut aussi assumer un peu les conséquences. Moi, je pense que faire de la provocation, ça sert à rien. Je pense que ça ne fait que aggraver ces violences et les fractures. Après, on a eu Éric Zemmour qui s'est fait aussi pendant qu'il arrivait sur la scène, qui s'est fait sauter dessus par un militant d'extrême gauche qui est en garde à vue, je crois en ce moment. Moi, je trouve ça dingue qu'on veuille abattre cet homme, qu'on veuille le violenter, etc., le faire taire, parce que en fait la liberté d'expression c'est quoi, la démocratie c'est quoi, c'est que toute personne, même si idéologiquement elles sont différentes et qu'idéologiquement on a envie de se détruire, en fait on veut que tout le monde ait la parole. Donc voilà. Moi, je trouve quand même assez incroyable, ces militants d'SOS Racisme étaient au fond de la salle. N'ont fait aucune violence, n'ont même pas parlé, puisque c'était les t-shirts qui faisaient halte au racisme, et qu'il y ait une violence à leur égard de cette nature me paraît juste hallucinante, parce qu'on peut aussi discuter avec les gens sans pour autant leur donner des coups de batte de baseball quand on voit cette femme qui sort ensanglantée de... Je trouve que c'est... Les images sont terribles, mais bien évidemment que la violence est déplaisante et que on en vient à regretter les anciens services d'ordre du Parti communiste ou de la CGT qui savaient maîtriser quelque chose. C'est vrai que ça a manqué, et ça manque dans beaucoup de partis politiques maintenant. Il y a moins de militants et l'absence de services d'ordre, c'est vraiment un véritable problème. Donc tout le monde va le déplorer et c'est déplorable, etc. Maintenant,
quand les gens de SOS Racisme viennent avec un sourire angélique maintenant nous dire « Oh, ben, on pensait qu'on pourrait parler, mais sont-ils bêtes à ce point ?» Enfin, je veux dire, c'est une immonde provocation. Est-ce qu'on imagine... Mais bien sûr, est-ce qu'on imagine... C'est une provocation. Immonde, c'est peut-être un peu fort. Mais non, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans? Ils vont juste là-bas pour énerver tout le monde, pour dire « Oula, regardez les vilains, on a pris des claques, etc. » Est-ce qu'on imagine à un congrès de SOS Racisme des gens, Vendry et ses amis, aller avec des t-shirts Vive Zemmour, comment serait-il reçu? C'est la violence que je déplore. Non, mais c'est la violence qui est déplorable. Et Éric Zemmour n'a pas condamné cette violence. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, au-delà de ça, qu'en effet, on est dans une période très violente dans l'affrontement, dans le discours même, non? Mais alors, dans le discours, Raphaël, vous disiez, c'est intéressant, vous disiez tout à l'heure, quand on traite Zemmour de fasciste, on a tort. Quand quelqu'un dit quand même Pétain a sauvé les Juifs, quand on remet en cause l'innocence de Dreyfus, je ne dis pas que c'est du fascisme, mais ça reprend quand même des éléments. Ça reprend effectivement des éléments de langage. Bon, après, il faut se remettre dans le contexte. Le fascisme a on va dire, un mode opératoire assez particulier. Et jusqu'à preuve du contraire, Éric Zemmour n'est pas dans cette lignée. Effectivement, il a des propos sur Pétain, sur Dreyfus. D'ailleurs, je comprends pas trop, mais en tout voilà. Mais on va dire qu'il a une certaine perception. Je prends avec des pincettes. Il a une certaine perception de l'histoire, mais en tout état de cause, la violence qui est inhérente au fascisme ne fait pas, en tout cas pour l'instant, partie du vocabulaire et du mode opératoire d'Éric Zemmour. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas le considérer comme étant un fasciste. Ensuite, effectivement, vous avez raison. La violence est totalement inadmissible, même si je pense qu'il y a, à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la télévision, il y a malgré tout peut-être un manque. Peut-être que SOS Racisme a péché par naïveté. Je ne sais pas. Voilà. Oui, probable. Bon. Ça, oui, c'est voilà. ça. En étant gentil. Par contre, ce que je trouve inadmissible, quoi qu'on pense de Zemmour, c'est pas la question. Ce que je trouve inadmissible, c'est comme l'a dit Vendry, c'est que le président ou un des conseillers du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ait souhaité interdire le meeting. Je trouve ça totalement inadmissible. L'heure de la liberté d'expression, effectivement, déjà, il n'a pas la compétence pour le faire, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas meilleur moyen que de promouvoir Zemmour et autres. C'est exactement sur le même principe que Marine Le Pen. La victimisation, au contraire, c'est une formidable publicité pour eux. Ses meilleurs ennemis, c'est ses soutiens, et ses meilleurs amis, c'est ceux qui le condamnent. C'est vrai que ça tient beaucoup. En même temps, il y a des phrases, je sais pas, quand il met sur le même plan, quand il parle de ceux qui veulent sa mort, les journalistes et les djihadistes. Et là, j'ai trouvé d'ailleurs les journalistes, il était très bon, et tout ça, personne n'a protesté. Moi, il y a une sorte de tolérance sur ce qu'il dit qui me paraît assez incroyable. Jean-Luc Mélenchon était aussi, à une époque, très virulent envers les journalistes. Oui, absolument. Ouais. Mais ça lui a coûté sans doute, probablement. Mais il a été très virulent d'ailleurs à l'encontre de France Info, en disant que seule France Info a refusé de prendre les images de ses équipes de communication pour les passer sur France Info, en disant qu'il n'y a que la radio publique qui refuse de récupérer nos images de ce formidable meeting, quoi. Il y a une chose qui est un peu troublante quand même, c'est cette grande mode maintenant d'avoir des images qui sont communiquées par les équipes des candidats. Je ne comprends pas. Alors des médias minuscules n'aient pas les moyens de faire... Certes, mais que TF1 ou France 2 accueillent les images données par Zemmour, données par Mélenchon, c'est totalement aberrant. Ils n'ont qu'à dire, soit nos équipes sont là-bas, soit on ne retransmet pas. On n'est pas là pour faire de la publicité. Le journalisme, c'est pas de la publicité, c'est pas de la communication. TF1 doit être là-bas, France 2 doit être là-bas. Continue quand vous leur faites les 2 heures de programme gratos, ils sont très contents. Oui, mais ça c'est un dévoiement journalistique. C'est surtout qu'il y a des journalistes accrédités. Alors... Peut-être sujet un peu périphérique par rapport au meeting de Zemmour, puisqu'on aborde le sujet du journaliste. Je sais aussi que certaines équipes de journalistes ont dû être exfiltrées du meeting de Zemmour. Et je trouve ça un petit peu, alors simplement une petite remarque de juriste, mais sans dire le fond de ma pensée sur Éric Zemmour, je trouve ça un petit peu dommage que l'on invoque la liberté d'expression et une forme d'absolutisme dans la liberté d'expression, tout en ne permettant pas à certains journalistes de faire leur travail et en couvrant l'événement, au motif que peut-être ils n'auraient pas eu
à l'égard de Zemmour les propos que Zemmour aurait bien voulu que ces derniers tiennent à son égard. Et on aurait pu dire la même chose sur SOS Racisme, voilà, on peut défendre la liberté d'expression. Juste une seconde, les journalistes en question, c'est l'équipe de Yann Barthès, qui sont journalistes comme moi je suis évêque, qui sont d'une subjectivité totale et permanente. Enfin, je veux dire, ne traitons pas cette... Non, la liberté d'expression, c'est pas le journalisme, c'est pas ça. C'est un métier, le journalisme, c'est une certaine objectivité. Il n'y a plus la moindre objectivité avec la bande de Yann Barthès, on le sait très bien. Je veux dire qu'on les traite comme des amuseurs, c'est très bien. Mais vous allez voir, quand le pape François vous nommez archevêque de Paris, vous n'aurez plus cet argument. Anne, vous avez un peu regardé le meeting de Zemmour et qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors j'ai regardé le meeting de Zemmour, une partie, pas tout. Alors là, j'ai trouvé que, liberté d'expression, bien évidemment, je trouve ça scandaleux de pouvoir avoir l'idée d'interdire un meeting d'Éric Zemmour. Donc, communication, je trouve qu'il a très très vite appris. Alors après, j'aimerais dire un mot sur son clip, mais je crois que c'est un spot différent. Donc, il a très vite maîtrisé la communication avec ses prompteurs à la Obama. Il a été absolument performant, je trouve, en termes de communication. Après, c'est vrai que le problème d'Éric Zemmour, c'est que la France, je pense, a besoin aujourd'hui de fermeté, mais d'apaisement, et que Éric Zemmour, avec ses propos excessifs, et comme Mélenchon d'ailleurs, exactement de la même façon, ça ne peut pas être un projet crédible, parce que non seulement ça mettrait la France à feu et à sang, et en plus, si vous voulez, Éric Zemmour ne connaît pas les arcanes. Il le dit lui-même, il était journaliste, polémiste et pas homme politique. Et je veux dire, c'est un tel métier, on a besoin d'une telle expérience pour savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne pourra jamais faire. Et donc, je pense que c'est en cela que le projet d'Éric Zemmour ne peut pas être crédible. Florence ? Il n'est tellement pas homme politique que je crois que pendant son meeting, il n'a pas déroulé de programme. Il a annoncé le nom d'un parti, mais il n'a pas annoncé de programme. Il a un peu parlé quand même d'économie, un peu de... Oui, mais il va faire quoi? Quelles actions? Et financer comment? Donc ça, on n'a pas de programme réel. Alors il démarre parce qu'il devait annoncer... Alors je voulais poser une question... à monsieur qui soutient... merci beaucoup. Je voulais savoir, comme vous êtes à LR, est-ce que maintenant qu'un parti existe, est-ce que vous allez quitter LR et adhérer au parti Reconquête? Alors oui, j'ai adhéré au parti Reconquête. Pour l'instant, les deux sont compatibles. Alors après, on verra combien de temps est-ce que je suis encore accepté chez les Républicains. Mais oui, j'ai adhéré au parti Reconquête parce que moi, je pense que c'est ce qui pourra, en fait... Edbert Breux disait tout à l'heure, il faut de la fermeté, mais il faut de l'apaisement, pas de la fermeté. Mais en fait, sans fermeté, il n'y a pas d'apaisement. Donc, je pense que le discours d'Éric Zemmour, c'est le bon, parce qu'il est en train de passer des constats aux solutions. Et les solutions, il en a donné quelques-unes lors de ce meeting. Dire qu'il n'a pas dévoilé de programme, je pense que vous n'avez pas écouté le discours d'Éric Zemmour. Ensuite, je pense que ensuite, pour revenir sur Quotidien, etc., en fait, le service d'ordre a été hyper compétent parce que justement, Quotidien était menacé par... Ils les ont exfiltrés et c'était pas du tout contre la liberté d'expression. Quand Quotidien crache sur les soutiens d'Éric Zemmour, mais forcément, quand ils sont dans un meeting où il y a les soutiens d'Éric Zemmour, et ils vont peut-être pas être forcément super bien accueillis, nous, on les a protégés en les sortant. Et après, en plus, ils sont re-rentrés dans la salle. Donc voilà. Ensuite, moi, je trouve ça dingue. Il y a un militant, Tanguy David, qu'on voit derrière Éric Zemmour pendant le meeting, juste parce qu'il est noir, et il reçoit des menaces de mort, etc. Il était hier sur TPMP pour expliquer sa situation. Et moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue que juste parce qu'on est noir, on peut pas soutenir Éric Zemmour. Et la liberté d'expression, je pense que il y a pas mal de travail. Je voudrais qu'on passe au troisième sujet. Et vous êtes l'incarnation vous connaissez le nouveau tube de Joséphine Baker? J'ai deux Zemmour, le second, c'est Ciotti. On va passer
Un troisième sujet. Elle est mignonne. On va passer à un troisième sujet. Parce que je voudrais. Alors, comme les juristes sont là, et je trouve ça très intéressant, c'est le cas de Nicolas Hulot, l'affaire Hulot. Oui, l'affaire Nicolas Hulot, c'est intéressant parce que ça pose beaucoup de problèmes moraux, éthiques, juridiques. Voilà, il y a 5 femmes qui l'accusent d'avoir eu des comportements de violence sexuelle ou de viol. Les faits semblent prescrits. Et alors, on est partagé parce qu'à la fois, on se dit, oui, il faut évidemment écouter la parole de ces femmes, de ces plaignantes. On dit parfois de ces victimes, hein, aussi, mais il faudrait dire des plaignantes. Oui. Pour l'instant, elles sont plaignantes. Et en même temps, on se dit qu'il y a une sorte de procès médiatique qui se déroule dans lequel la partie accusée ne peut pas se défendre, ne peut moins se défendre que s'il y avait un vrai procès. Comment vous regardez cette affaire, Geoffrey ? Alors, sous plusieurs angles, en réalité. Je vais essayer de tenir un propos qui ne dure pas... plusieurs heures, puisque il y aurait... Et puis vous plaidez dans une demi-heure. Il y aurait matière à. En réalité, alors, la première difficulté, c'est vrai, c'est le tribunal médiatique. Le tribunal médiatique devant lequel s'est retrouvé de fait Nicolas Hulot après la diffusion du reportage de l'envoyé spécial. Le problème du tribunal médiatique, c'est qu'il n'obéit à absolument aucune règle. Dans un procès pénal classique ou dans une enquête pénale classique, il y a d'abord la parole des plaignantes qu'on va confronter à un certain nombre d'éléments objectifs et ensuite le mis en cause par rapport à ces éléments objectifs et à ces paroles de plaignantes pourra s'exprimer et à la fin, un juge déterminera s'il a suffisamment d'éléments pour le condamner ou pas. Bon, là, dans le cas de ce tribunal médiatique, on a un reportage qui dure 1 heure, 1 heure et demie avec la parole de 5 plaignantes qui sont... en plus confondant de réalité, hein, il faut quand même le dire, qui s'expriment parfaitement, qui décrivent des choses très précises, qui les ont véritablement et a priori marquées, et ça rend quand même la possibilité de se défendre extrêmement ténue. Et là, le fait qu'il n'y ait absolument aucune règle fait que, on envoie Nicolas Hulot face à ces déclarations-là, et on lui dit, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Nécessairement qu'il ne peut absolument pas se défendre, nécessairement que sa parole sera bien moins investie que celle des plaignantes qui ont été entendues pendant plus d'1 heure et demie. Alors, la question de la règle et de l'équilibre, à mon avis, est extrêmement prégnante et ce tribunal médiatique ne permet pas, parce qu'il existe, on ne peut pas nier son existence, ce tribunal médiatique ne permet pas qu'il y ait un équilibre entre la parole des plaignantes et la nécessaire défense du mis en cause, puisqu'il n'y a absolument aucune règle qui s'applique à ce tribunal, contrairement à celui de la justice. Florence Mercadé, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est la prescription. D'habitude, la prescription, ça aide plutôt les gens qui sont accusés, puisque au bout d'un moment, ils échappent à la justice. Or, là, on a l'impression que la prescription, finalement, elle agit contre celui qui est accusé, puisqu'il n'est plus en mesure de se défendre. Oui, il ne peut pas se défendre, mais pour plusieurs raisons. Pourquoi la prescription existe ? Elle existe parce qu'à bout d'un moment, on n'a plus d'éléments objectifs et tangibles. Parce que quand 30 ans se sont passés, on ne peut pas arriver à retrouver des éléments objectifs d'il y a 30 ans. Et c'est pour ça que d'ailleurs les accusés ne peuvent pas se défendre, parce que ils peuvent dire, non, la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est faux. Alors sauf à avoir un agenda en disant, ce jour-là, j'étais pas là, mais bon. Et c'est très compliqué. La vraie difficulté en réalité, c'est que là, le procureur n'aura pas d'autre choix que de classer sans suite au motif que la prescription est acquise. Ouais. Et donc en réalité, dans l'esprit de l'opinion publique, ce qui va se passer, c'est que Nicolas Hulot ne sera pas poursuivi au motif qu'il n'y a pas suffisamment de charges, mais au motif que de toute façon l'affaire est prescrite. Donc ça ne lui permet pas une défense de quelque façon que ce soit, puisque de toute façon la prescription s'impose aux magistrats
et a fortiori aussi à lui. Il est doublement coupable, c'est-à-dire qu'il est coupable par le tribunal médiatique, puisque tout le monde va dire bah oui, il n'y a pas de fumée sans feu, et il doit être coupable des faits dont on l'accuse. Et deuxièmement, bah oui, puis alors il est coupable parce qu'il ne va pas être jugé, donc il s'en tire bien. Donc à la limite, il y a deux faits à son encontre. Alors que la prescription, elle peut servir quand même aux plaignants. Absolument, puisque en fait la prescription, elle existe pour pouvoir dire aux plaignants, bah écoutez, il va falloir que vous rentrez, allez en justice. Et à un moment donné, vous ne pourrez pas y aller. Donc on a un couperet au niveau des délais. Et les femmes qui ont subi ce type d'agression sexuelle doivent à un moment donné sortir de ce cercle dans lequel elles sont, où il y a cette rumination sur ces faits extrêmement douloureux et qu'elles vivent dans leur chair. Mais à un moment donné, il faut, et la prescription est là pour ça, dire il faut y aller et que je devienne un acteur judiciaire et que j'ai une confrontation judiciaire avec une décision mais c'est à encore l'issue. une ambiguïté de cette affaire, parce qu'il n'y a pas eu de plainte au moment où il était au fait de son pouvoir, parce que justement il a fait ce pouvoir, et en même temps on a un peu le sentiment maintenant qu'on tire sur une ambulance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué, quoi, non comme... Alors, Raphaël, non, vous avez... Pour l'instant, c'est un débat de pénalistes. Pour l'instant, ça peut avoir finalement cette affaire de la prescription, enfin, alors de plainte déposée postérieurement à la survenance de la prescription, ça peut avoir quand même une vertu. Si on veut judiciariser. Le parquet se saisit maintenant. Exactement, oui. Exactement. Et là où ça peut avoir une vertu, c'est que par une technique de filet dérivant, on peut avoir finalement la découverte d'autres cas qui ne seraient pas prescrits, ne seraient pas frappés par la prescription. On appelle à témoin, quoi. Et du coup, les plaignants deviennent témoins dans le procès. Exactement. Et donc là, pour le coup, s'ouvrirait une phase judiciaire avec de nouvelles plaintes, qui permettrait à Nicolas Hulot de s'expliquer sur les nouveaux faits qui surviendraient et donc de potentiellement ouvrir une phase judiciaire. Mais pardon, mais là où ça a été extrêmement complexe, ça rejoint le propos que je tenais un petit peu avant, c'est lorsque on a dit à Nicolas Hulot, bon, on sort l'enquête, si vous voulez, vous pouvez apporter une contradiction à ce qui a été dit. Ça me semble pas possible. C'est que pendant l'enquête, on n'a pas accès au dossier pénal. On n'a pas accès au dossier pénal. Donc oui, il y a une enquête et ça fait 8 ans que le parquet de Paris engage des enquêtes systématiquement, même en cas de prescription. Il faut qu'on s'arrête, moi que vous ayez un mot à dire là-dessus. Non, effectivement, c'est tout à fait intéressant, mais Hulot me paraît une sorte de victime des médias. Non, mais... victime des médias, il ne faut pas exagérer, il est peut-être coupable de quelque chose aussi. On s'assoit sur la présomption d'innocence. Ouais, ça, c'est un vrai problème. Et ça me choque terriblement. C'est un problème. Et alors, il y aura une conséquence peut-être politique. Est-ce que ça plombe la campagne de Jadot? Ça éloigne déjà Mathieu l'orphelin. Voilà, Mathieu l'orphelin. Ce qui est pas un drame. Oui, Anne, en un mot, parce qu'il faut qu'on se quitte, pardon. En un mot, en fait, plus humainement, j'allais dire, j'ai été très émue par le témoignage de ces femmes qui ont eu du courage de témoigner. Absolument. Et je voulais dire simplement que les hommes, même si ça évolue beaucoup, mais que les hommes prennent conscience qu'en fait, pour un moment passé entre une émission de télé et le déjeuner, en fait, ils marquent au fer rouge des femmes pour toute leur vie. Et donc, effectivement, c'est une prise de conscience. Et que les jeunes hommes, je trouve, sont déjà très différents de cette génération. Et qu'il ne faut pas, à l'inverse, aller dans l'autre sens, où on peut plus s'amuser un peu, dire ce qu'on a envie de dire, et sans tout de suite, pour un homme, être traité de harceleur ou de... voilà, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse non plus. Merci pour cette précision. Vous avez bien fait de rappeler aussi que le témoignage de ces femmes était très, très important. Merci à tous. Et puis, on se retrouve très vite, si vous voulez, pour un nouveau numéro de PAF.